3-2 Real au match aller. Fred, le Real va recevoir dans un climat de nervosité optimal. 2 points abandonnés ce week-end en Liga à Osasuna, un partout, mais surtout encore de nouvelles polémiques arbitrales comme chaque week-end avec le Real. Commençons d'abord par l'affaire Bellingham. Il faut rappeler précisément ce qu'il s'est passé et ensuite on racontera la réaction de Bellingham et ce qu'il risque surtout. Alors, il faut dire une chose déjà pour m'expliquer le contexte. C'est jamais facile pour le Real d'aller jouer à Pamplune. Et là, c'est vrai qu'au Osasuna, ils ont quand même pas mal castagné. J'excuse rien, simplement. Et que l'arbitre, en tout cas, c'est le ressenti qu'il y a dans le vestiaire du Real, n'a pas assez sorti les cartons jaunes, alors que vraiment, demande à Mbappé ce qui s'est encore pris. Bellingham s'est plaint à plusieurs reprises, et à un moment, il est allé un petit peu trop loin. Il a dit à l'arbitre, et là, je vais avoir besoin justement de la connaissance de l'anglais de notre ami Julien Laurence. Il s'est retourné vers l'arbitre. Il lui a parlé en anglais. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que quand on est en Espagne, on parle en Espagne. Et quand on joue dans un club comme le Real Madrid ou n'importe quel club, et qu'on parle à un professionnel qui est un espagnol, je pense qu'il faut lui parler en espagnol. Parce que pour éviter ce genre de malentendu, l'arbitre a entendu. Alors il lui dit I talk to you with respect, je te parle avec respect, dit Bellingham à l'arbitre. Et l'arbitre entend fuck you. Bellingham dit qu'il a dit fuck off. Voilà. Fuck off, c'est putain. Voilà. Un putain fait chier, quoi. Voilà. Fuck you, c'est va te faire enculer. Alors, je pose la question à Julien, c'est notre spécialiste. Est-ce que fuck off est une insulte ? Est-ce que fuck you est plus insulte que fuck off ? Julien. Ah oui, fuck you, c'est sûr. Ça, c'est sûr, plus que le off. Le you, plus que le off, naturellement. Le off peut très bien être en direction de quelqu'un, et dans ce cas-là, tu pourrais le prendre comme une insulte à toi, mais ça peut effectivement, ça peut être aussi un petit peu à l'emporte-pièce, tu peux dire ça. Ça fait chier. Dans ta voiture, ça, par exemple, et que personne t'entend. Oui, voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est sûr. La semaine dernière, si je ne me trompe pas non plus, Fredo, il avait déjà dit Bien les sûr. deux à l'arbitre, et c'était passé. La semaine dernière, il dit fuck you man, fuck off. Fuck you man, voilà, c'est ça, exactement. off. Voilà, là, il est les deux, c'est la complète. Mais et pas de carton la semaine dernière. Hein. Non, mais encore une fois, c'est une phrase qui est très répandue chez les joueurs de foot dans les matchs en Angleterre. Je n'excuse pas Bellingham, mais c'est une phrase qu'on entend tout le temps en Angleterre, envers les arbitres de la part des joueurs. C'est une phrase qui est répétée, qu'il a dû dire 1 million de fois dans sa vie. Ça n'explique pas que je sais pas d'excuser son mauvais geste ou ses mauvaises paroles, mais c'est vrai qu'il a sûrement l'habitude d'avoir dit tout ça depuis qu'il est petit, non pas trop petit, mais depuis qu'il est pro en tout cas, ça c'est sûr, et je pense que d'où sa surprise. Après, est-ce que l'arbitre a même s'il entend le you et pas le off, est-ce que c'est mérité de sortir le carton rouge ? Oui, peut-être, mais bon, c'est aussi une phrase que l'arbitre doit entendre assez régulièrement, je pense. Oui, alors la semaine dernière, on avait déjà évoqué que cette nervosité de Jude Bellingham, son attitude commençait à poser problème. Polo nous avait prévenu dès le début. Hein. Moi, je trouve que je trouve que le rouge est un petit peu exagéré, mais ça lui pendait au nez, j'ai l'impression, parce que quand tu joues comme ça, le Real avait un problème avec l'attitude d'un de ses joueurs qui est Vinicius. Il a maintenant un autre problème d'attitude avec Bellingham. Et on parle de 2 joueurs offensifs très importants. Si je ne dis pas de bêtises, en une saison et demie, ça fait, entre ces 2 joueurs, c'est 38 cartons jaunes et 3 rouges. C'est beaucoup pour des joueurs offensifs. Donc ça prouve bien que leur énergie, leur manière de fonctionner sur le terrain commence à énerver pas mal les arbitres. Alors c'est vrai que le Real a fait un très très bon match. Mais à 10 contre 11 à Pamplune, c'est compliqué. Le Real mène à 0, égalisation. Voilà, un partout, c'est quand même c'est le 3e match de Liga sans victoire, donc c'est un vrai coup d'arrêt. C'est un vrai problème. Je suis persuadé que si Bellingham n'avait pas été expulsé, le Real gagnait ce match. Mais est-ce que Bellingham doit se rendre compte qu'il fait des bêtises, qu'il a une attitude qui ne convient pas et que ça risque de se reproduire ? C'est la question que je lance. J'ai une question à poser, Fredo, moi aussi. Est-ce que le comportement de Bellingham... Alors, Polo, à l'époque, il nous prévenait sur son comportement dans le vestiaire, pas tant sur le terrain, par rapport à ses collègues, par rapport à ses coéquipiers. Bellingham, un comportement un peu diva, parfois un peu caractériel, un peu star. La question que je te pose, mon cher Fredo, c'est est-ce que finalement, le Real ne crée pas aussi cet environnement-là ?
cette nervosité. Chaque semaine, chaque week-end, on écrit à la Ligue, on se plaint de l'arbitrage, on rue dans les brancards. Et à l'arrivée, tout un vestiaire finit par être complètement mentalisé par cette plainte permanente. Et les joueurs. Cocher, ça tend aussi les arbitres. Ça tend les arbitres, ça tend les joueurs, ça tend tout le monde, quoi. Et ça tend la Liga aussi. La plupart des clubs de Liga, on en ras-le-bol des plaintes permanentes, voilà, d'une posture victimaire du Real. Ça tombe mal. Real Sociedad. On va commencer par Alaves. Vas-y. Alaves communiqué après le match contre le Betis, contre l'arbitrage, avant-hier. Hier, Real Sociedad qui dit qu'ils se sont fait défoncer. Enfin, atropellado, c'est quand une bagnole te rentre dedans en nommant l'arbitre. Et non, Alaves, c'était pas contre le Betis, c'était à Leganés. Et la Real Sociedad qui se prend 3-0 au Betis. Les autres aussi se plaignent. L'Atlético, qui la semaine dernière faisait un tweet pour dire « Messieurs les arbitres, nous pensons à vous, nous sommes avec vous », il y a un an, il faisait aussi un communiqué contre les arbitres. Ils se plaignent tous. On l'évoquera tout à l'heure. Le Real, c'est tous les 15 jours. Oui, alors le système est totalement vicié. De toute façon, ça va plus. Le niveau d'arbitrage en Espagne est tellement lamentable que tous les clubs se plaignent. De toute façon, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a des différences de critères entre une action dans un match et l'action dans un autre match. Et quand même pose question. Alors, moi, je pense que Bellingham devrait. Bellingham et Vinicius devraient faire attention, mais en même temps, c'est leur manière de jouer, de se motiver. Vinicius, tu le vois, dès qu'il perd un ballon, il raconte sa vie. Mais est-ce qu'il serait le même joueur ? Oui, bien sûr. S'il n'avait pas cette attitude envers lui-même. Alors, c'est vrai que c'est chiant. Voilà, on peut pas. Vinicius, c'est pas uniquement envers lui-même, c'est parfois. Oui, mais c'est une manière de fonctionner. Aussi. C'est leur caractère. Est-ce que il faut accepter qu'ils prennent des risques en étant comme ça parce que c'est très rentable d'avoir des joueurs aussi exceptionnels? Ça, c'est la question qu'on pose. Mais la tension est trop grande. Et je suis d'accord un peu avec toi. Je pense que l'ambiance générale fait que les arbitres sont nerveux. Je dirais même que les arbitres ont tellement peur que suite aux plaintes du Real, on dise qu'ils se couchent devant le Real, qu'ils ont peut-être une réaction inverse. Oui, bah, sauf que là, Ancelotti, après le match, le Real a fait appel de la suspension de Bellingham. Ça pourrait être plusieurs matchs pour lui. Le Real s'est aussi plaint, et Ancelotti, de 3 possibles pénaltys non signés par la VAR, et notamment le pénalty accordé à Boudimir, le pénalty d'égalisation, faute de Camavinga, alors que le ballon était loin déjà, effectivement. Bon, parfois, il y a des débats. Il n'y a pas qu'une paranoïa du Real, mais c'est vrai que le Real commence à agacer. Certains pensent en Liga que le Real profite et s'appuie sur sa puissance, son pouvoir pour avoir une influence. Oui, ça marche mais pas. J'insiste, d'autres clubs se plaignent. Ce week-end, il y en a 2 qui se sont plaints. La Real Sociedad et Alaves. Donc, il y a une réunion en février. Et donc, il y a... Ça, c'est le problème. Après Bellingham, il y a une jurisprudence avec Greenwood, quand il était à Retafe, qui a dit fuck off. Et en fait, ils ont fait venir un spécialiste de la lecture sur les lèvres. Labial. L'arbitre avait pensé que c'était fuck you, donc c'était fuck off, donc il n'a pas pris 4 matchs de suspension à l'époque. D'accord. Bon, on va voir s'il s'en sort comme ça, Bellingham. 4 matchs, vu la Liga qui est quand même ultra serrée et passionnante. D'ailleurs, ce soir, à partir de 21h, il y a le match Barça contre le Rayo Vallecano. Le Barça qui, en cas de victoire, à la différence de but particulière, pourrait prendre la tête devant le Real. Donc, aujourd'hui, tous les effectifs comptent et toutes les absences peuvent peser énormément. Bon, en tout cas, il se serait bien quand même que Bellingham se calme. Il y a un match très important, et on va y passer, à jouer ce mercredi, parce que même si Pep Guardiola dit qu'il y a 1% de chance de se qualifier, moi j'ai vu tellement de fois le Real, avec un résultat positif à l'aller, lors d'un match couperé 8e, quart de finale, encaisser le premier but, que je me méfie de l'attitude des Madrilènes, qui pourraient penser que c'est réglé, alors qu'on est loin d'avoir déjà une qualification madrilène. Tu sens une tension quand même avant ce match ou pas? Ancelotti la cultive. Ouais. Bah, je me souviens d'un match par exemple où ils avaient gagné au Bayern, c'est avec Zidane. Paf, premier but pour le Bayern au bout de quelques minutes. Je me souviens d'un match comme ça où ils avaient gagné à Naples. Je me souviens avec une cagade monumentale de Keylor Navas. C'est Naples qui mène à l'époque où ça comptait la valeur du but à l'extérieur comptait. Donc je pense sincèrement que le Real va passer, mais je pense que le Real est capable de se faire peur et de prendre le premier but qui, avec la nouvelle règle,
donnerait l'égalité sur les 2 matchs. Tout à fait. Tiens, Polo, avant qu'on parle avec Julien dans un instant de City, le comportement de Bellingham, toi qui l'as observé tous les week-ends en Bundesliga, est-ce qu'il te surprend? Est-ce que tu l'as déjà vu nerveux comme il est actuellement avec le Real? Oui, il a été nerveux, surtout à l'approche des titres ou de choses comme ça, mais ça, à la rigueur, on peut le mettre sur le compte de la jeunesse et d'un joueur professionnel aussi talentueux soit-il, et qui a envie de se faire un palmarès. Moi, là où j'appuyais beaucoup, c'est que on peut être un leader technique, et évidemment, Bellingham est l'un des meilleurs joueurs du monde et deviendra encore plus fort dans les prochaines années, évidemment, mais est-il capable de tirer derrière lui un groupe, un club? Va-t-il prendre un jour le leadership? Et à chaque fois qu'il a voulu prendre ce leadership, il l'a fait sans commune mesure, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas en négociant. Il prend le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué en Allemagne, qui a pourtant été habitué par le passé. C'est là aussi, je pense que l'Allemagne a beaucoup changé dans sa façon d'aborder certains sujets, où on n'a pas bien compris un peu ce Bellingham qui, lui, évidemment, n'avait qu'un seul objectif dans sa vie, c'était de signer un jour au Real Madrid. Et donc, forcément, le Borussia Dortmund n'était qu'une étape pour lui. Dans le vestiaire, c'était assez moyen. Certains journalistes, d'ailleurs, une fois qu'il est parti, évidemment, c'est pas forcément très courageux, c'est pas sur l'instant qu'ils sortent des papiers là-dessus, faisait comprendre que il n'était pas forcément le gars le plus apprécié. Et moi, ce qui me dérangeait, en fait, c'est que souvent, devant les caméras, il pouvait faire comprendre à un joueur qu'il n'avait pas le niveau, quoi. Et qu'il n'avait pas le niveau, non pas de pas jouer au football, il n'avait pas le niveau de Bellingham. Et ça me dérange un petit peu, parce qu'on peut avoir des soucis, on a aussi besoin de joueurs qui bossent pour toi, on a besoin de tout ça. Et donc, je suis pas persuadé que si un jour le Real a de vrais soucis dans l'équipe, etc., eh bien, lui soit capable de fédérer autour de lui. Maintenant, on a vu des cas très différents dans l'histoire du foot où des personnages qui ne faisaient pas forcément l'unanimité, et par, entre guillemets, la terreur, arrivaient à faire qu'une équipe se développait et marchait très bien. Mais est-ce que tu peux être leader d'une équipe quand tu prends un carton rouge aussi imbécile et qui prive ton équipe de la tête du championnat, enfin peut-être de la tête du championnat et de 2 points très importants sur une pelouse très très compliquée. Ouais, non, mais moi ce que je cherche à comprendre, malheureusement je regarde pas, ou je regarde des résumés du Real, je suis pas tout ce qu'on dit sur Bellingham. La question c'est, est-ce qu'il est nerveux parce que la lutte en Liga est passionnante? Est-ce qu'il est nerveux parce qu'il se sent pas bien physiquement en ce moment? Je me rappelle, etc. Il y a tout plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce qu'il est pas content de son positionnement sur le terrain? Est-ce qu'il sent que on doit absolument tout rafler cette année et qu'il en fait part à tout le monde en motivant et que ça énerve ses coéquipiers, et lui il comprend pas ce qui se passe parce que il estime que l'arbitre lui aussi n'est pas au niveau de ce qu'il est lui. Il y a plein de choses, mais moi encore une fois il y a le joueur évidemment que j'ai adoré en Bundesliga, mais les échos qui sortaient notamment des vestiaires, c'est que c'est pas le gars qui faisait l'unanimité. C'est tout, hein, c'est pas... Alors, le Real, donc tenu en échec. Pendant ce temps-là, Julien, Manchester City s'est fait du bien, beaucoup de bien. Victoire 4-0 contre Newcastle, triplé de Marmouche, un excellent Nico Gonzalez, un bon Kouchanov. Question, mon cher Julien, les recrues hivernales de City peuvent-elles permettre de renverser le Real? Elles peuvent. On en a parlé avec Kevin Diaz et Thibaut dans le podcast anglais cette semaine. C'est possible, tout est possible. De toute façon, on sait très bien. Il n'y a qu'un but à remonter. Les buts à l'extérieur ne comptent plus double maintenant. Donc, il y a sûrement un coup à jouer pour City au Bernabeu, même si au départ, ils ne seront pas favoris, même si ce sera aussi compliqué. On le sait. C'était finalement ce qui pouvait leur arriver de bien ce week-end, c'était cette victoire-là. C'est peut-être la meilleure performance de la saison. En tout cas, une des meilleures. C'est une des rares fois où ils ont été capables d'élever leur niveau de jeu contre un adversaire, on va dire, digne de ce nom. En tout cas, cette équipe de Newcastle, on l'avait dit, elle était en forme, elle s'était qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Elle avait Isaac, elle avait un milieu de terrain qui était très performant avec Tonali et Bruno Guimaraes notamment. Et là, ils ont été éteints. Sincèrement, c'était une journée de repos pour Newcastle. Ils n'étaient pas là. Ils sont pas arrivés en fait à l'Etihad. Ils sont jamais venus. Et en face, c'est vrai, tu as raison. Kousanov. Alors Kousanov avec très peu de travail à faire finalement, mais quand même, il a été là, il a assuré. Au milieu, surtout Nico Gonzalez, qu'on attendait, qu'on avait vu un petit peu avant, qui s'était blessé, qui n'avait pas joué le match aller, puisque c'est John Stones qui était en sentinelle. On a vu un Nico Gonzalez, je crois, à 113 ballons touchés, ce qui est assez incroyable. Alors encore une fois, en face, c'était des fantômes. Donc on fera le voir dans un autre contexte. Mais dans ce qu'on va lui demander de faire, et dans ce replacement de Rodri, alors c'est le Rodri du pauvre pour l'instant, ça c'est sûr. Ils ont surpayé, ça aussi on le savait, ils ont surpayé tous les joueurs qu'ils ont allé chercher en janvier. Mais dans ce qu'il va faire avec ballon, sans ballon, dans ce qu'il peut apporter, notamment en termes sur le côté physique pour cette équipe-là, dans les duels, dans l'agressivité,
Ce sera très important et encore plus important contre le Real à Bernabeu. Après, il y a aussi Marmouche, son triplé. C'était un triplé de Francfort, finalement. Les buts qu'il marque, c'est les buts qu'il marquait en Allemagne. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Marmouche, aucun problème. Et c'était vraiment très intéressant dans ses appels de balle dans la profondeur, par exemple, derrière la ligne défensive adverse. On a vu Ederson réussir sa 6e passe décisive en Première Ligue dans sa carrière. Donc c'est le gardien qui a désormais le plus de passes décisives. Une nouvelle fois, par-dessus la défense pour Marmouche, même si Trippier et la défense de Newcastle ont fait n'importe quoi. C'est pas grave. Donc il y aura cette arme-là aussi contre le Real mercredi. Ensuite, je pense que la forme de Marmouche peut peut-être avoir un impact sur celle d'Haaland de façon un peu plus négative, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors, on ne sait pas encore. Ils vont apprendre à jouer ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que sur le match de samedi, par exemple, où le ballon est beaucoup allé vers Marmouche, on a vu beaucoup Marmouche dans ses déplacements, on a vu beaucoup les autres joueurs chercher Marmouche, on n'a pas vu trop vers Erling Haaland. Et ça, ce sera aussi à Guardiola à régler, parce qu'il ne faut pas non plus que tu te serves et utilises moins Haaland parce que Marmouche est en pleine forme. Donc on verra aussi mercredi, je pense que les deux seront associés et on verra comment ça va fonctionner. Mais c'est vrai que cette victoire-là leur fait énormément de bien avant d'aller au Bernabeu. Bon, sur la compo, tu disais Marmouche, Haaland. Haaland est sorti blessé, mais a priori, tout va bien pour lui. Il a posté après une photo de lui dans l'un de ses nouvelles sur Instagram. Il a fait une photo très hermélienne avec un gros morceau de viande, Erling Haaland. Et bon, Nico Gonzalez sera titulaire, mon cher Julien. Pas de débat. Je pense que oui. Ouais, je pense. Mais alors, on savait que de toute façon, il leur manquait un joueur comme ça, à ce profil-là, à ce poste-là. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Kovacic, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Stones, qui tu veux. Un central qui ensuite monte au milieu de terrain. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça manque quand même d'un vrai numéro 6 devant la défense. Encore une fois, Nico Gonzalez, ça vaut pas 60 millions comme ils l'ont payé. C'est pas Rodri, loin de là, mais ça reste un très bon joueur de foot. Et on l'a vu contre Newcastle. Et ce sera à lui de le montrer encore contre le Real. Donc oui, je pense que Kusanov aura encore sa chance et ce sera à voir. Je pense qu'on aura Nico Gonzalez au milieu de terrain. Et De Bruyne et Bernardo Silva, est-ce que tu penses que les deux anciens, De Bruyne et Bernardo Silva, peuvent débuter sur le banc? Ouais, je pense qu'ils seront. En tout cas, je pense que De Bruyne sera sur le banc. Je pense qu'on aura une attaque à Savigno qui a été très bon samedi. Une attaque Savigno, Foden et Marmouche avec Haaland en pointe, bien sûr. Ensuite, les 2-6, un sera Nico, l'autre sera sûrement Kovacic. Simplement pour si le Real presse, c'est sûrement le joueur qui est le plus résistant au pressing adverse dans cette équipe de City, surtout balle au pied pour casser les lignes. Donc Kovacic, ça a du sens. Et puis après, les 4 de derrière, on verra si Rico Lewis à droite, par exemple, débute plutôt qu'un arrière central qui jouerait à droite. Je pense que Kusanov et Diaz, ce sera là. Et puis après, on verra qui sera à gauche aussi. Donc, mais oui, je pense que l'équipe, on l'a. Dans la façon de jouer, on les a vus. Donc, encore une fois, très fort avec le ballon, mais aussi très fort en transition samedi. Je le répète encore une fois, contre une équipe du Newcastle très décevante, ce ne sera pas le cas du Real. Mais je pense que dans ce qu'ils voulaient mettre en place avant le Real, finalement, ce match de samedi était parfait. Voilà. Avec Nico Gonzalez, dont le papa, Fran Gonzalez, a connu des victoires assez brillantes à Bernabeu, notamment le jour du final de la Coupe du Roi, jour du centenaire, jour même du centenaire du Real Madrid. Papa Fran Gonzalez avait gagné la Coupe à Bernabeu.